Je demande à ce que cette histoire reste anonyme, s'il vous plaît. Je vis dans une petite ville située à environ 20 minutes de Manhattan. J'habite dans cette ville depuis 2009, ce qui n'est pas très long comparé à la plupart des autres membres de ma communauté. Bien que ce soit une petite ville, elle n'a pas cette ambiance typique d'un endroit rural. Je pense que c'est parce qu'elle est entourée de villes plus grandes. Nous n'avons pas de lycée, donc les enfants vont dans une ville voisine, mais ici, tout le monde se connaît. Dans une petite ville avec un statut socio-économique élevé, il ne se passe pratiquement rien. Depuis que je vis ici, il ne s'est quasiment rien passé. Il y a eu une tentative de cambriolage, mais le voleur s'est enfui en voyant le propriétaire. Cependant, il y a toujours eu quelque chose que je n'ai jamais compris. Un jour, je jouais au foot avec mes amis à l'école un samedi, et depuis le terrain principal, on pouvait voir une tour de téléphonie mobile et, sous d'autres angles, une tour d'eau. Un de mes amis a parlé d'un garçon qui serait tombé de la tour d'eau il y a longtemps. Le père de mon ami est resté silencieux et a pris une expression étrange. Il a évité de parler du sujet, mais finalement, tout le monde a accepté de laisser tomber. Le sujet est revenu plusieurs fois au fil des ans, mais ça se terminait toujours de la même manière. Un garçon avait pris une mauvaise décision et était tombé de la tour d'eau. Il y a quelques semaines, je me suis promené avec mon père sur un sentier en forêt. Là d'où je viens, il est facile d'expérimenter à la fois la ville et la nature. Quand je sors, je conduis souvent à travers une zone boisée connue sous le nom de la réserve. Il y a plusieurs sentiers dans la réserve, mais il y en a toujours eu un en particulier qui m'intéressait. Il y a un parking avec un sentier entouré d'arbres. C'est plus impressionnant quand il y a du brouillard. Ainsi, quand mon père et moi sommes allés sur le sentier, il y avait beaucoup de brouillard. L'atmosphère lugubre rendait la tour incroyablement belle. Je n'ai pas de photo de la tour dans le brouillard, mais j'ai une photo du sentier qui y mène, et c'est de là que vient mon inspiration. J'ai posé des questions à ce sujet, et il semble que ce soit bien connu dans mon village. Un de mes professeurs, qui vit dans le village depuis avant la naissance de mes parents, et certains de mes amis m'ont raconté la véritable histoire. J'ai découvert que le meurtre était encore plus horrible que ce que je n'aurais jamais imaginé. Il s'avère qu'un garçon nommé Greg Sanders, à peu près de mon âge, avait tué ses parents avant de se jeter du haut de la tour d'eau. J'y suis allé sans même savoir ce qui s'était passé, bien que j'ai quelques sources fiables. J'ai décidé de faire des recherches en ligne pendant la récréation ce jour-là, et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, et même plus. J'ai trouvé un site qui m'a surpris. C'était une page dédiée aux personnes qui visitent la tour d'eau, surnommée la tour du suicide. J'ai appris que dans ma petite ville, il y avait une attraction touristique paranormale. Puis, j'ai découvert ce qui s'était réellement passé. Voici un extrait du début de la page web. L'histoire de la tour du suicide est la suivante. Le 15 janvier 1976, Greg Sanders, âgé de 15 ans, de Hillside, New Jersey, a assassiné ses parents à coups de hache, s'est coupé les poignets, puis a sauté du haut de la tour d'eau vers sa mort. Aucune raison claire pour ses meurtres ni pour son suicide n'a été découverte. Cependant, certains pensent qu'il a tué ses parents pour les sauver de la douleur de son suicide. Cela m'a choqué. J'ai continué à lire les commentaires, et l'un d'eux ferait frissonner n'importe qui. C'était à Mountainside, New Jersey, pas Hillside. C'était mon voisin, et j'ai pris le bus scolaire avec lui pendant quelques années. Il avait l'air normal. Ce garçon a fait quelque chose d'aussi horrible, et semblait pourtant normal. Ce pauvre garçon devait être tellement désespéré de mettre fin à ses jours. Il est largement admis que Greg Sanders a tué ses parents pour les épargner de la tristesse causée par sa mort, mais ce n'est pas tout ce que j'ai trouvé. J'ai découvert un vieil article de journal contenant une déclaration du chef de la police de l'époque. Voici ce qu'il disait. Le premier à tomber fut le père de Greg. Il a renversé sa chaise puis a titubé à travers le salon vers la cuisine en essayant de s'échapper. Le garçon l'a poursuivi, le frappant à coups de hache tout le long. Finalement, l'homme s'est effondré dans la cuisine. Il avait reçu 8 ou 9 coups, a déclaré l'ancien chef de police Mullen. Il est supposé que Greg a tué sa mère lorsqu'elle est descendue plus tard. Comme je l'ai dit, il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Quelqu'un a dit qu'il avait l'air normal. L'article disait aussi que Greg était un élève brillant. Dans sa lettre de suicide, intitulée « Acquis de droit », Greg Sanders assumait la responsabilité du double homicide. Il exprimait aussi des regrets pour ses actes. L'article mentionnait que Mullen avait déclaré que les voisins n'avaient entendu aucun bruit inhabituel ni de cris. Cet événement tragique a bouleversé ma communauté. Personne n'aurait pu voir cela venir, et même si quelque chose s'était passé, personne n'aurait pu imaginer que ce garçon puisse faire ce qu'il a fait. Le Ludington Daily,
a interrogé les autorités scolaires et elles ont déclaré que Greg était très apprécié de ses enseignants et de ses camarades. Un peu après 9 heures ce soir-là, après avoir écrit sa lettre de suicide à la main et s'être tailladé les poignets, Greg Sanders a sauté d'une hauteur de 45 mètres pour trouver la mort. Il a été retrouvé par la police dans ma petite ville 4 jours plus tard. Personne ne savait qu'il avait un problème, et à cause de cela, il n'a pas pu recevoir d'aide. L'ancien procureur du comté, Peter McCord, a affirmé « S'il y avait un problème, seuls les parents le savaient ». J'ai commencé cette enquête pour découvrir ce qui s'était réellement passé dans ma petite ville. J'ai fini par arriver à la même conclusion que je connaissais déjà depuis longtemps. Même une famille qui avait les moyens d'aider son fils montre à quel point le système de santé mentale aux États-Unis est long, stigmatisé et inchangé. Être policier dans une petite ville du Minnesota n'est probablement pas la carrière la plus excitante qui existe, mais ce n'est pas mal non plus. En fait, c'est un travail relativement paisible et sûr comparé à faire partie des forces de l'ordre dans une des grandes villes comme New York ou Los Angeles, là où se passe l'action. Dans la ville où je vis, il y a environ 10 000 habitants. C'est très éloigné, au milieu de nulle part, entouré de kilomètres de champs ouverts, et le seul véritable crime qui se produit est plutôt mineur. De temps en temps, quelques fermiers turbulents se battent dans l'un des 3 bars du centre-ville, du vandalisme adolescent, des petits vols, un conducteur ivre, un cas de conduite désordonnée ici et là, une rare effraction, ce genre de choses. La seule chose vraiment sérieuse que j'ai eu à affronter, c'était 1 ou 2 cas de violence domestique et d'agression physique. Mais même cela est assez typique, je suppose, et ça n'arrive pas souvent. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu un cas qui me hante encore, mais j'anticipe. Comme je le disais, je vis dans une petite ville tranquille, ennuyeuse, diraient certains. Le genre de communauté rurale et agricole que vous avez probablement traversé en voiture sur la route vers un endroit plus intéressant, sans y accorder une seconde pensée ou un regard en arrière. Le genre d'endroit où rien ne se passe en dehors de l'ordinaire, avez-vous sûrement pensé. Et en grande partie, vous auriez raison. Mais il y a un cas auquel je ne peux pas m'empêcher de penser, un cas qui fait encore frissonner mon sang à chaque fois que j'y pense, un cas que je ne peux expliquer, aussi fort que j'essaie de le rationaliser. Ce qui est arrivé à la vieille Madame Garrity. Il y a 7 ans, j'étais policier depuis 5 ans lorsque cela est arrivé, au début du printemps de 2014. Il n'y avait que 5 policiers dans tout le département de police de la ville. Moi, mon partenaire Jerry, Pete et Vance, qui travaillaient sur les patrouilles de nuit, et le chef de la police, ainsi que Karen, une femme plus âgée qui était bibliothécaire à la retraite et travaillait à temps partiel comme standardiste. Le département de police était situé dans le bâtiment municipal de la ville et consistait en 2 bureaux, un pour le chef et un pour nous, et 3 cellules à l'arrière, qui n'étaient jamais toutes occupées en même temps. C'était un après-midi nuageux et pluvieux à la fin de mars ou au début d'avril. Jerry et moi étions dans notre voiture de patrouille pour une ronde habituelle dans la ville quand la voix de Karen est apparue à la radio, nous disant qu'il y avait un possible 10-82 en cours à la maison de Madame Garrity dans la rue Turner. Pour ceux qui ne le savent pas, le 10-82 est le code de la police pour une effraction. Nous avons répondu et changé de direction pour nous diriger vers la maison de Madame Garrity. Je ne m'inquiétais pas trop de l'appel. J'avais déjà une idée assez claire de qui l'avait fait. Eileen Garrity était une veuve âgée qui vivait dans une maison de campagne en ruine à la périphérie de la ville. Elle devait avoir environ 65 ou 70 ans et vivait seule depuis que son mari était mort d'un accident vasculaire cérébral 3 ans auparavant. Ils avaient 2 enfants adultes, mais les 2 vivaient hors de la ville et ne lui rendèrent jamais visite. Depuis la mort de son mari, elle avait acquis une certaine réputation d'être excentrique, pour dire les choses gentiment, ou folle, pour être plus directe. C'était une ermite qui sortait rarement de chez elle et se faisait livrer ses courses 1 fois par semaine. En gros, une folle des chats, mais sans les chats. La raison pour laquelle elle était considérée comme folle, c'était parce qu'elle était devenue assez erratique et paranoïaque depuis son veuvage et avait appelé la police plusieurs fois pour tout, des bruits de pas d'intrus dans son grenier à l'observation d'ovnis dans son champ de maïs. Il y avait probablement au moins une 12aine d'autres incidents aussi, et bien sûr, tous ces appels s'étaient avérés être de fausses alertes.
Les cambrioleurs qu'elle affirmait se cacher dans son grenier étaient en fait 2 ratons laveurs qui s'étaient faufilés sous le toit, et les ovnis étaient probablement juste des avions volant depuis la base de la garde nationale à environ 80 km à l'ouest. Jerry et moi, ainsi que Pete et Vance, avions rendu visite à sa maison pendant nos différents quarts de travail. Nous ne nous sommes jamais énervés contre elle, ni ne l'avons grondée pour cela, et nous la satisfaisions généralement en inspectant sa maison et sa propriété pour calmer ses nerfs. Elle se détendait, nous remerciait, et nous partions, jusqu'à la fois suivante, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Honnêtement, nos visites occasionnelles à sa maison étaient probablement la seule chose vraiment excitante dans ce qui était un travail plutôt monotone et ennuyeux. Quand nous racontions au chef la dernière urgence de Madame Garrity, le Bigfoot rôdant dans son jardin ou un anaconda géant guettant dans la cave, il secouait simplement la tête avec tristesse. Quand c'était Vance et Pete qui devaient s'occuper d'elle, ils nous racontaient tout au sujet de leur dernière expérience quand nous les voyions à la fin de leur service et au début d'une autre. Ils souriaient généralement d'un air malicieux et Pete faisait tourner son doigt près de sa tempe avant de partir. Jerry et moi, nous la plaignions simplement. Cela ne devait pas être facile pour une femme fragile, nerveuse et solitaire de vivre complètement seule dans cette vieille maison délabrée sans amis ni proches à proximité. Je soupçonnais qu'elle devenait sénile, ou peut-être qu'elle entrait dans les premières étapes d'Alzheimer ou de la démence. Nous étions inquiets qu'elle vive là toute seule, à presque 1 kilomètre de son voisin le plus proche. Si sa santé se détériorait soudainement, ou si elle avait un accident et ne pouvait pas demander de l'aide, il n'y aurait pas grand-chose que nous pourrions faire. À quelques reprises, j'ai cherché les numéros de téléphone de ses filles et de son fils, et j'ai essayé de les appeler pour leur parler de la situation de leur mère et envisager la possibilité de la placer dans une maison de retraite ou un établissement de santé mentale. Mais la seule fois où j'ai réussi à joindre son fils, alors que je lui expliquais la situation de sa mère, il m'a interrompu en disant qu'il était très occupé à ce moment-là et qu'il me rappellerait. Puis, il a terminé abruptement la conversation. Il ne m'a jamais rappelé. Depuis, ils étaient toujours occupés et n'ont jamais répondu à aucun des messages vocaux que je leur ai laissés. Alors Jerry et moi avons tourné dans la rue Turner et avons roulé vers la maison de Madame Garrity ce jour-là, gris et pluvieux, à la fin du printemps, certains que la vieille dame réagissait une fois de plus de manière excessive à quelque chose de relativement mineur et que son imagination lui jouait des tours. Elle nous attendait dehors, sur son porche, quand nous nous sommes arrêtés. Je n'oublierai jamais à quoi elle ressemblait. Cela m'a choqué. Elle avait déjà été une femme mince et fragile les autres fois où nous étions venus, mais nous ne l'avions pas vue depuis probablement quelques mois, depuis sa dernière fausse alerte, et elle avait drôlement changé depuis. Maintenant, elle était émaciée, presque squelettique, ses joues creuses et des cernes sombres autour de ses yeux rouges et enfoncés. Ses cheveux gris étaient emmêlés et ne semblaient pas avoir été lavés depuis des jours, peut-être des semaines, et la robe qu'elle portait était froissée et sale. Son apparence physique était déjà suffisamment alarmante, mais il y avait aussi quelque chose dans la façon dont elle nous regardait avec ses yeux sombres de poupée, comme si elle regardait à travers nous et au-delà, tout à la fois. Cela m'a rappelé les vieilles photos que j'avais vues de soldats américains au Vietnam, ce regard vide et lointain de quelqu'un qui a vu plus d'horreur qu'une personne normale ne devrait en supporter. Jerry et moi nous sommes échangés un regard de stupéfaction, puis nous sommes descendus et nous nous sommes approchés de la vieille dame. « Quel est le problème, Madame Garrity ?» demanda gentiment Jerry, essayant de garder un ton informel. « Il y a quelque chose dans ma maison, » nous dit-elle d'une voix plate et sans émotion. Elle tremblait légèrement, une femme au bord d'un effondrement physique et mental total. La manière dont elle l'a dit, pas quelqu'un, mais quelque chose, m'a fait froncer un sourcil. « Bon, attendez ici, nous allons jeter un coup d'œil pour nous assurer que tout va bien, d'accord ?» lui dis-je, essayant de ne pas paraître condescendant. Je regardais Jerry et hochai la tête. Nous avons sorti nos armes et sommes passés à côté de Madame Garrity, entrant prudemment dans la maison. Nous avons fait un balayage de routine du premier étage, armes dégainées, puis nous sommes montés à l'étage. Cela ne nous a pris que 5 minutes pour vérifier toute la maison. Nous l'avions fait tant de fois auparavant que nous connaissions déjà la disposition par cœur, et il n'y avait aucun signe d'intrus, ni aucune preuve d'effraction. Mais j'ai vu beaucoup d'autres choses qui m'ont profondément troublé. D'une part, l'endroit était un vrai désastre. La maison était déjà assez délabrée, mais Madame Garrity avait encore de la fierté à la maintenir propre, et elle avait toujours été impeccable lors de nos précédentes visites.
Maintenant, de la vaisselle sale s'empilait dans l'évier de la cuisine, les comptoirs étaient crasseux et des ordures et des vêtements sales jonchèrent le sol. J'ai également remarqué que l'oreiller et les couvertures de Madame Garity étaient froissés sur le canapé du salon. La table basse, en face du canapé, était pleine de tasses de café à moitié bues, de récipients alimentaires ouverts, d'une Bible et d'un chapelet. On aurait dit qu'elle mangeait et dormait dans le salon depuis un certain temps. Quand nous sommes montés à l'étage, comme je m'y attendais, le lit dans la chambre de Madame Garity était vide, et la chambre elle-même semblait inoccupée depuis assez longtemps. Il y avait aussi quelque chose dans le salon qui m'a vraiment alarmé. Dans un coin se trouvait un vieux fusil à 2 coups qui avait probablement appartenu à son défunt mari. Jerry l'a pris, l'a ouvert et a trouvé 2 cartouches usagées dans le canon. Il en a sorti une, l'a reniflée, puis m'a dit que le fusil avait été tiré très récemment. Nous avons également découvert une autre chose étrange. Tous les miroirs de la maison de Madame Garity avaient été brisés, et chaque porte de placard avait été barricadée avec des planches. Celui du vestibule au rez-de-chaussée avait un grand trou au milieu, avec de plus petits trous entourant le bois éclaté. Inutile d'être Sherlock Holmes pour déduire que Madame Garity avait tiré avec le fusil de son mari sur cette porte. Mais pourquoi? Que diable s'était-il passé ici? Jerry m'a jeté un regard perplexe et interrogateur. Je haussai les épaules, tout aussi déconcerté. Nous avons terminé notre inspection de la maison, remis nos armes dans nos étuis, et nous nous sommes retournés pour sortir. Madame Garity se tenait dans la pièce derrière nous, nous regardant avec cette expression vide et troublante. Nous avons tous les deux failli bondir d'1 mètre en l'air, surpris. Aucun de nous ne l'avait vu entrer. Jerry reprit contenance et lui sourit, essayant de la rassurer. « Eh bien, nous n'avons rien vu, Madame Garity. Il a dû sortir par derrière. Maintenant, vous êtes en sécurité. » Elle ne se détendit pas, ni ne sembla soulagée comme les innombrables fois précédentes où nous l'avions rassurée. Son visage parut se contracter, et une nouvelle expression apparut dans ses yeux. Il me fallut un moment pour l'identifier. C'était un regard de pure terreur mêlé à du désespoir. « Non, » dit-elle d'une voix étrange et monotone. « Je ne suis pas en sécurité. Il est toujours là. Il se cache. C'est pourquoi vous ne l'avez pas trouvé. Et après votre départ, il reviendra me chercher. » Elle se mit alors à trembler. Elle commença à pleurer, éclatant en sanglots hystériques qui secouaient tout son corps. Jerry et moi nous sommes regardés, inquiets. Nous nous sommes approchés de la vieille dame et l'avons consolée du mieux que nous pouvions, la guidant vers le canapé et nous asseyant à ses côtés, essayant de l'apaiser. Après qu'elle se soit calmée, nous lui avons demandé de nous raconter ce qui s'était passé. Elle resta silencieuse pendant un moment, rassemblant ses pensées. Puis elle commença à parler. Tandis que nous écoutions son histoire, je sentis la température de mon corps descendre progressivement et un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Plusieurs fois, je croisai le regard de Jerry et son expression reflétait la mienne, incrédulité et peur. « Cela a commencé il y a environ 1 mois, commença-t-elle. C'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois le grattement à la porte du placard. Un grattement doux et lent qui semblait provenir de l'intérieur de son placard, la nuit. Au début, elle avait supposé que c'était probablement une souris ou un autre petit animal, sauf que le bruit du grattement semblait venir de trop haut pour être celui d'une souris. Chaque fois qu'elle ouvrait la porte du placard, toujours après que le grattement avait cessé, il n'y avait rien là. À plusieurs reprises, elle avait failli ouvrir la porte du placard pendant que le grattement se faisait entendre, pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais chaque fois qu'elle saisissait la poignée, une sensation soudaine et irrationnelle de malaise l'envahissait, et elle ne pouvait pas le faire. Le grattement semblait trop délibéré, trop doux, trop trompeusement inoffensif, comme si quelque chose essayait de l'attirer à ouvrir la porte du placard. Pour être sûre, elle avait commencé à verrouiller la porte du placard chaque nuit. Dans les jours qui suivirent, le grattement était devenu plus fort et plus intense, comme si quelque chose essayait de percer à travers le bois. Un jour, elle avait ouvert la porte du placard et trouvé des marques de griffes de l'autre côté, des marques de griffes à presque 2 mètres de haut, des marques qui semblaient avoir été faites avec des ongles. Le véritable cauchemar commença pour Madame Garity 1 semaine après avoir entendu pour la première fois les bruits de grattement. Une nuit, elle fut réveillée par une voix qui l'appelait doucement. Une voix qui semblait provenir de la porte verrouillée du placard de sa chambre. Elle était déconcertée, d'autant plus qu'elle reconnaissait cette voix. C'était la voix de Bill, son défunt mari.
La voix de Bill la suppliait d'ouvrir la porte du placard, lui disant que Dieu l'avait envoyé pour l'emmener au paradis, où ils pourraient être ensemble à nouveau, jeunes comme ils l'étaient autrefois, pour toujours. À ce moment-là, Jerry me regarda, les yeux écarquillés, de l'autre côté du canapé. « Et que s'est-il passé ensuite ?» lui demandai-je doucement. « Je pensais que je rêvais, » dit Madame Garrity. « Je pensais que ça devait être un rêve. Pauvre Bill était mort depuis 3 ans. Et puisque je rêvais, je ne voyais pas de mal à faire ce qu'il me demandait. Je suis sorti du lit et me suis approché du placard. J'ai tendu la main vers la serrure, mais je me suis arrêté. Quelque chose n'allait pas. C'était la voix de Bill, et elle semblait parfaitement normale, mais d'une manière ou d'une autre, elle ne l'était pas. La façon dont il parlait, ce n'était pas comme Bill parlait. C'était comme si un étranger utilisait la voix de Bill, essayant de me tromper pour que j'ouvre la porte du placard. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? En fait, rien de ce qu'elle nous disait n'avait de sens, mais nous lui avons simplement demandé de continuer à raconter son histoire. Bill, ou qui que ce soit qui utilisait sa voix, avait continué à la supplier d'ouvrir le placard. Lorsqu'elle avait refusé, la voix avait changé, devenant rugueuse et belliqueuse. Elle exigeait en colère qu'elle ouvre la porte, et lorsqu'elle avait encore refusé, elle s'était mise à lui crier dessus, proférant des insultes et des menaces obscènes, des choses que Bill ne lui aurait jamais dites de son vivant, avait-elle dit, avant de commencer à frapper violemment contre la porte. La voix avait commencé à changer, ne ressemblant plus à celle de son défunt mari. Elle était devenue plus profonde et distordue, jusqu'à ne plus ressembler à une voix humaine. Terrifiée, elle avait fui sa chambre et passé la nuit sur le canapé du rez-de-chaussée. Finalement, les coups et les menaces avaient cessé. « Madame Garrity, » l'interrompit poliment Jerry à ce moment-là, « pourquoi ne nous avez-vous pas appelé à la police quand cela s'est produit ?» Elle resta silencieuse un moment, puis un petit sourire amer apparut sur ses lèvres. « Je pensais que vous croiriez que je me l'imaginais simplement. Je sais que les gens du village pensent que je suis une vieille folle, et je vous ai déjà fait venir tant de fois pour des choses qui se sont avérées être rien du tout. Je pensais que tout cela était peut-être dans ma tête, et je ne voulais pas vous déranger pour ça. » Les choses s'étaient rapidement aggravées depuis lors. Les coups et les menaces continuaient toutes les nuits. Elle avait eu tellement peur de dormir dans sa chambre qu'elle avait commencé à dormir sur le canapé du salon. Puis, une nuit, les coups avaient commencé, non seulement sur la porte du placard de sa chambre, mais sur toutes les portes des placards de la maison, toutes en même temps, comme s'il y avait des personnes à l'intérieur de chacun d'eux essayant de sortir en même temps. Mais c'était la même voix dans chaque placard, la même horrible voix. Terrifiée, elle avait cloué toutes les portes des placards pour empêcher la chose, quoi que ce fût, de sortir pour l'attraper. Puis, il y a environ 2 semaines, quelque chose d'encore plus effrayant s'était produit. Elle était dans sa salle de bain, se lavant les mains dans le lavabo, quand elle avait levé les yeux vers le miroir. Là, elle s'était arrêtée dans son récit. « Qu'avez-vous vu ?» demanda Jerry. « Je l'ai vu, » dit-elle d'un gémissement étranglé. « J'ai vu son visage, à la place du mien. Il portait une robe noire à capuche, et son visage n'était qu'un crâne souriant, un crâne avec des cornes. Ses yeux étaient rouges, les yeux du diable lui-même. Je ne veux pas dire que je l'ai vu debout derrière moi dans le miroir, il était dans le miroir lui-même. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il a tendu la main depuis le miroir. Il n'avait pas de main, il avait des griffes, et il a essayé de m'attraper. Elle avait jeté une bouteille de lotion sur le miroir, brisant le verre. Puis, pour être sûre, elle avait fait de même avec tous les autres miroirs de la maison. « Comment avez-vous pu rester dans cette maison avec tout ce qui vous arrivait ?» lui demandai-je. Elle haussa tristement les épaules. « Je n'ai nulle part où aller, et personne ne voudrait de moi. Les nuits étaient horribles, mais c'était toujours mieux pendant la journée. Au moins, elle pouvait dormir un peu. Cela s'arrêtait toujours le matin, et ça n'arrivait jamais pendant la journée. » Elle frémit soudainement. Jusqu'à il y a 3 jours. Ensuite, cela a commencé à se produire tout le temps, jour et nuit. Je n'étais plus en sécurité, peu importe l'heure. Tout avait atteint son paroxysme ce matin même. Les coups étaient devenus de plus en plus violents et forts, jusqu'à ce que toutes les portes des placards tremblent dans leur cadre. Madame Garrity savait que, même avec les planches clouées par-dessus, ce n'était plus qu'une question de temps avant que cette chose ne les traverse. Désespérée, elle avait commencé à prier et à lire la Bible, ce qui n'avait fait que provoquer les moqueries de la créature dans le placard. Finalement,
Elle avait pris le fusil de Bill et tiré à travers la porte du placard. Pendant 1 minute, il n'y a eu aucun bruit, nous dit-elle. J'ai commencé à penser que c'était enfin fini. Et puis j'ai vu ses yeux rouges brûler dans l'obscurité, dans le trou fait par le fusil. Il ricana et me dit un mot. « Quel mot a-t-il dit ?» lui demandai-je. « Ce soir », répondit-elle, et elle se remit à trembler. Elle baissa la tête entre ses mains et recommença à pleurer. Jerry et moi restâmes silencieux un moment, essayant de digérer ce qu'elle venait de nous raconter. Nous nous regardâmes, profondément préoccupés par son histoire. Aucun de nous ne la croyait vraiment, bien sûr, mais il était évident que la pauvre femme était profondément troublée. Elle était en train de faire une sorte de crise de nerfs. Peut-être que sa frêle emprise sur la réalité s'était enfin rompue, ou peut-être que la vieillesse faisait des ravages sur son esprit. Une chose était claire, elle n'était pas en sécurité ici toute seule, surtout pas ici. Ce n'était pas sain pour elle. Bon sang, pour tout ce que nous savions, peut-être que ces paranoïas étaient causés par un genre de moisissure toxique qui s'était formé dans la maison. Jerry et moi nous sommes excusés un moment et sommes sortis pour parler en privé. Nous étions tous les deux d'accord pour dire qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle devait être placée quelque part, mais pour l'instant, il valait mieux qu'elle reste ailleurs. Nous sommes retournés à l'intérieur et avons dit à Madame Garrity qu'elle allait venir avec nous. Elle allait passer la nuit dans un motel en ville et demain, ajouta Jerry, nous trouverions un prêtre qui viendrait exorciser l'esprit maléfique qui la tourmentait, la débarrassant de lui une fois pour toutes. Elle se remit à pleurer, cette fois de soulagement, et nous étreignit, moi et mon partenaire, en nous remerciant encore et encore. Nous l'avons emmenée dans un motel bon marché en ville et l'avons enregistrée. Son état mental semblait déjà s'être amélioré en ce bref laps de temps hors de cette maison. Elle souriait et nous dit qu'elle n'avait pas hâte d'avoir enfin une bonne nuit de sommeil sans avoir à se soucier de cette chose frappant aux portes. Je pense qu'elle était surtout heureuse de ne plus avoir peur de la créature dont elle était convaincue qu'elle hantait sa maison. Nous lui sourîmes tous les deux et nous la saluâmes, montant dans la patrouille et nous éloignant. Nos sourires s'évanouirent dès que nous nous éloignâmes du motel. Nous conduisions tous deux en silence, sombre. Nous aimions tous les deux la vieille Madame Garrity, malgré toutes les fois où elle avait été une nuisance pour le département de police avec ses appels faussement alarmants et son comportement erratique. Nous étions tristes que son état mental se soit détérioré au point où elle ne pouvait plus se prendre en charge seule. Nous avons raconté l'histoire au chef lorsque nous sommes revenus. Il poussa un soupir triste et acquiesça, reconnaissant qu'elle devait être placée quelque part. Demain, lui et moi allions personnellement rendre visite à son fils et à sa fille pour leur expliquer ce qui se passait, et si eux refusaient encore de faire ce qu'il fallait, le chef s'occuperait lui-même de faire en sorte que Madame Garrity reçoive l'aide dont elle avait besoin. Mais nous n'en avons jamais eu l'occasion. La dernière fois que nous avons vu Madame Garrity, c'était lorsque Jerry et moi l'avions laissée au motel. Vers 4 heures du matin le lendemain, j'ai été réveillé par un appel urgent du chef me disant de me rendre au motel aussi vite que possible. Il ne m'a pas dit pourquoi au téléphone, mais j'avais déjà le pressentiment que cela avait quelque chose à voir avec Madame Garrity. Je ressentais une terrible appréhension en m'habillant. Je me demandais si elle s'était suicidée dans cette chambre de motel. Lorsque je suis arrivé au motel, mes craintes se sont confirmées en voyant la bande de scène de crime bloquer la porte de la chambre de Madame Garrity. Le chef, avec Jerry, Pete et Vance, se tenèrent dehors, ainsi qu'un couple de policiers de la police d'État et 2 détectives de la ville. Le chef m'a salué avec une expression grave alors que je m'approchais. Il m'a dit que Madame Garrity était partie. Au début, je pensais qu'il voulait dire qu'elle était décédée, mais en voyant l'expression solennelle sur mon visage, il a précisé. Elle était partie, littéralement. Je le regardais, confus. Je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose qui provoqua un frisson de peur dans mon cœur. Le chef avait peur. Il m'a dit qu'il ne savait pas quoi en penser lui-même. Les personnes dans les chambres voisines avaient entendu des cris déchirants et des sons de violence venant de la chambre de Madame Garrity vers 2 heures du matin, puis plus rien. Elles avaient appelé le département de police. Pete et Vance étaient les premiers à arriver. Ils avaient frappé à la porte, mais il n'y avait pas eu de réponse, alors ils avaient forcé l'entrée. Quand ils avaient vu ce qu'il y avait à l'intérieur, ils avaient appelé le chef. « Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?» demandai-je. « Peut-être que tu devrais voir par toi-même, » me dit-il, m'emmenant vers la porte et sous la bande de scène de crime. Il m'expliqua qu'il n'y avait aucun signe d'entrée forcée
et que la porte et les fenêtres de la chambre de motel étaient encore fermées de l'intérieur lorsque Pete et Vance étaient arrivés. Je jetai un coup d'œil autour, sentant un frisson me parcourir le corps. Il y avait du sang frais éclaboussé partout dans la pièce, sur les murs, sur le sol, sur le lit, même au plafond. Les draps ensanglantés avaient été arrachés du lit, comme si quelqu'un avait essayé désespérément de s'y accrocher pendant qu'on le tirait hors du lit. Il y avait 10 fines traînées de sang sur la moquette, menant hors du lit. 10 fines traînées de sang faites par 10 doigts désespérés et terrifiés, cherchant désespérément à s'accrocher tandis que leur propriétaire était traîné. Je suivis les marques ensanglantées des doigts sur le sol, m'éloignant du lit, jusqu'à l'endroit où elles s'arrêtaient devant le placard. Je les regardai, puis regardai le chef. Il me rendit mon regard, son visage dur et impassible, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Je m'approchai du placard. La porte était ouverte. Je restai là à regarder pendant un moment. Le placard était vide, complètement vide. Il n'y avait même pas de sang sur le sol. Ils n'ont jamais retrouvé Madame Garrity. Je vous mets à jour. Ce que je vous avais raconté la dernière fois, c'est que l'affaire de Madame Garrity avait été l'événement le plus effrayant que j'avais vécu, et qu'à part cela, il ne m'était rien arrivé d'extraordinaire au cours de ma carrière de policier dans une petite ville ennuyeuse au milieu de nulle part. Eh bien, jusqu'à il y a environ une semaine, cela était en grande partie vrai. En grande partie. Mais à la lumière des événements récents, je pense que j'ai une nouvelle histoire que je dois partager avec vous. Mais d'abord, je dois remonter un peu en arrière et vous parler de quelque chose qui s'est produit il y a environ 3 ans. C'était quelque chose d'étrange, mais au moment où j'ai écrit la première histoire, cela ne semblait pas assez important pour être mentionné. Les policiers s'habituaient à traiter avec toutes sortes de personnes bizarres, des gens qui dénoncent de faux crimes et des choses comme ça, des personnes qui avouent des meurtres qu'elles n'ont pas commis, etc. Je suis sûr que les départements de police des grandes villes doivent faire face à ce genre de choses tout le temps, mais même les départements des petites villes en voient de temps en temps. C'était, je crois, à la fin juin ou au début juillet de 2019. Je faisais des patrouilles de nuit à ce moment-là. Je travaillais généralement le jour, mais je remplaçais Vance parce qu'il allait se faire enlever l'appendice. Joe, une nouvelle recrue que nous avions engagée l'année précédente, faisait la patrouille de jour avec mon partenaire Jerry. C'était une soirée de début d'été, et j'étais au bureau en train de discuter avec le chef et Pete, me préparant pour mon service, quand une femme est apparue dans le poste de police, nous prenant par surprise. Je dis « apparue » parce que plus tard, lorsque nous avons discuté de ce qui s'était passé, nous avons convenu que ni l'un ni l'autre de nous ne l'avions vue, ni entendu entrer dans la pièce. C'était comme si un moment elle n'était pas là, et l'instant d'après, elle l'était. Elle était jeune, peut-être 19 ou 20 ans, mince, et aurait pu être jolie, mais vous ne l'auriez pas su en la regardant dans son état actuel. Pour commencer, elle était trempée, absolument trempée de la tête aux pieds. Ses cheveux dégoulinaient, étaient emmêlés et tombaient autour de son visage, et sa robe, que j'ai remarquée comme étant un peu démodée, était saturée. Elle haletait, totalement hors d'haleine, comme si elle venait de courir 1 kilomètre, et ses yeux étaient affolés, grands ouverts de peur. Une autre chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle était très pâle, anormalement pâle. Je veux dire, sa peau semblait presque de la couleur du blanc os. Je suppose que nous étions tous les 3 assez stupéfaits par son apparence pendant quelques secondes. Pete, le chef et moi, nous restions là à la regarder, sous le choc. « S'il vous plaît, dit-elle, vous devez m'aider. » Le chef, qui était assis à son bureau en train de travailler sur un puzzle, retrouva sa voix. « Quel est le problème, mademoiselle ?» demanda-t-il un peu maladroitement. « Quelqu'un m'a kidnappé. J'ai réussi à m'échapper. Je crois qu'ils allaient me tuer. » Nous avons tous échangé un regard sobre. Ce genre de choses ne se produisait pas souvent dans notre ville. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas et ne nous racontez-vous pas tout, mademoiselle ?» Le chef lui demanda gentiment en désignant une chaise vide à côté de son bureau. Elle s'assit, tremblant légèrement, comme si elle avait froid. Le chef demanda à Pete d'aller lui chercher une couverture et Pete partit en chercher une. Le chef lui offrit du café en désignant la cafetière qui se trouvait sur une table de l'autre côté de la pièce. « Non, merci, » dit-elle, regardant distraitement dans le vide, comme en état de choc. « Quel est votre nom, mademoiselle ?» demanda le chef. « Shirley, » répondit-elle. « Shirley Ann McDougall. » Le chef sortit un formulaire de rapport de police de son bureau et écrivit ce nom. Pete revint au bureau avec une couverture qu'il offrit à Shirley Ann McDougall. Elle le remercia et s'enveloppa dedans.
mais elle tremblait toujours tout au long de l'entretien, comme si elle ne pouvait pas réchauffer son corps. « Quel âge avez-vous, mademoiselle McDougall » demanda le chef. « 19. » Il écrivit ce nombre. « Où habitez-vous »« Ici, en ville. »« Et depuis combien de temps vivez-vous ici ?»« Toute ma vie. » Là, le chef fronça légèrement les sourcils. Il échangea un regard avec Pete, qui haussa les épaules, puis me regarda. Je secouai la tête. Je pouvais voir ce qui dérangeait le chef. Quand vous êtes policier dans une petite ville depuis assez longtemps, vous finissez par connaître la plupart des gens qui vivent dans votre juridiction. J'étais policier depuis 10 ans à l'époque. Pete, qui était plus âgé que moi, l'avait été pendant presque 20 ans. Et le chef, qui était plus âgé que nous deux, avait été policier pendant près de 40 ans. Et pourtant, aucun de nous n'avait jamais vu cette femme qui affirmait avoir vécu ici toute sa vie, ni entendu parler d'elle avant cette nuit. « Quelle est votre adresse, mademoiselle McDougall » demanda le chef. « Je vis avec mes parents dans leur appartement au-dessus de la quincaillerie qu'ils possèdent. McDougall's Hardware, sur Main Street. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y avait quelque chose de très étrange dans toute cette histoire. Il n'y avait pas de McDougall's Hardware sur Main Street. En fait, je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un du nom de McDougall vivant dans la région. Le chef regardait Shirley d'une manière étrange, mais il continuait de faire son travail sans rater un battement. « Maintenant, mademoiselle McDougall. »« Vous pouvez m'appeler Shirley » l'interrompit-elle doucement, toujours regardant dans le vide, distraite. « Shirley, pourquoi ne nous racontez-vous pas exactement ce qui s'est passé ce soir ?» Alors elle nous raconta, et son histoire devenait de plus en plus étrange. Je rentrais à la maison après avoir vu un film. Mes amis et moi sommes allés voir la nouvelle comédie de Martin et Lewis au Mayan. « Attendez un instant » l'interrompit Pete à ce moment-là, levant la main. « Désolé, vous avez dit que vous étiez allé au Mayan ?»« Oui, voir Martin et Lewis. »« Martin et qui ?»« Vous savez Dean Martin et Jerry Lewis, nous sommes allés voir leur nouveau film Partners, qui est sorti la semaine dernière. » Pete croisa mon regard, et son expression était un mélange de confusion et de stupéfaction. Il me fit signe avec ses lèvres. « Qu'est-ce qui se passe ?» Shirley continua de parler de toute façon. Je m'apprêtais à entrer dans la boutique, mais un homme m'a abordé dehors. Il était plus âgé, peut-être dans la quarantaine, avec les cheveux argentés. Il était habillé comme un prêtre, et il portait une béquille sous un bras. Il m'a demandé de l'aide. Il a dit que son portefeuille était tombé sous le siège de sa voiture et voulait savoir si je pouvais l'aider à le récupérer. Il était très poli, il semblait inoffensif, et j'avais pitié de lui pour la béquille, vous voyez ? Il m'a emmené jusqu'à sa voiture. « Quelle sorte de voiture, Shirley ?» l'interrompit le chef. Elle réfléchit un instant. « Je crois que c'était une Buick. » « Oui, une Buick sombre. De quelques années, peut-être de 1953 ou 1954. » Une Buick de 1953 ou 1954, et selon Shirley McDougall, elle n'avait que quelques années. Qu'est-ce que c'était que ça ? Était-elle droguée, ou est-ce qu'elle essayait simplement de nous faire une blague ? « Vous avez vu la plaque d'immatriculation, Shirley ?» demanda le chef. « Je l'ai aperçue en passant. Je n'ai pas vu les numéros, mais j'ai remarqué que c'était une plaque d'un autre État. Je crois que c'était écrit Oklahoma. » « Ensuite, qu'est-il arrivé, Shirley ?» encouragea le chef. Je me suis penché pour chercher le portefeuille sous le siège du conducteur, et là, elle s'arrêta, prenant une respiration longue et tremblante, comme si elle cherchait le courage de se souvenir de son horrible expérience. Quelque chose m'a frappé à la tête. Il m'a frappé fort. C'était lui, l'homme déguisé en prêtre. Il m'a frappé par derrière, avec sa béquille, je crois. Puis il m'a frappé à nouveau. J'étais sonné. Je crois que j'ai même perdu connaissance pendant un moment. Quand je me suis réveillé, il me traînait vers l'arrière de sa voiture. J'ai essayé de me défendre, mais il m'a giflé et m'a dit de me taire, sinon il me tuerait. Il m'a traité de... Elle hésita un moment. Deux choses que je préfère ne pas répéter. Le chef écrivit quelques notes, visiblement préoccupé. Elle continua. Il a ouvert le coffre et m'a poussé à l'intérieur. Puis il a claqué le couvercle. J'ai crié à plein poumon et frappé contre le coffre, mais il était déjà retourné dans la voiture et l'avait démarré, puis il a commencé à rouler. J'étais en train de crier et pleurer, de prier, de le supplier de ne pas me faire de mal. Je lui ai dit que je voulais juste revoir mes parents, mais il continuait de rouler. Je ne sais pas combien de temps il a roulé, c'était assez long, peut-être 1 heure. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose. Il a eu un accident. Je l'ai entendu crier, et puis la voiture a dérapé. J'ai entendu les pneus crisser. Nous sommes sortis de la route.
La prochaine chose dont je me souviens, c'est que le coffre a commencé à se remplir d'eau froide. On avait dû tomber dans un lac ou un étang. J'étais hystérique, frappant, essayant d'ouvrir le coffre, puis je ne me souviens plus de rien. Tout est devenu noir pendant un moment. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'avoir jailli à la surface de l'eau. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir. J'ai nagé jusqu'à la rive, puis j'ai marché jusqu'à la route, et j'ai simplement commencé à marcher pour rentrer en ville. Shirley se tut après avoir terminé son histoire. Elle baissa la tête, tremblant. Aucun de nous ne savait quoi dire. Nous restions là, à essayer de donner un sens à ce qu'elle venait de nous raconter. Je regardais Pete, puis le chef. Le chef me renvoya mon regard avec une expression perturbée. « Est-ce que je peux utiliser le téléphone ?» demanda Shirley en levant les yeux. « Je veux appeler mes parents pour leur dire que je vais bien. »« Bien sûr, Shirley. Laissez-nous juste un instant. Nous voulons transmettre la description de cet homme à la radio pour diffuser une alerte afin de pouvoir attraper ce type, » dit le chef, se levant et nous faisant signe, à Pete et moi, de le suivre. Il nous fit sortir du bureau et ferma la porte derrière nous. « Qu'est-ce que cette fille raconte ?» demanda Pete. « Le cinéma Mayan a fermé il y a 30 ans, quand j'étais gamin. Maintenant, c'est une boutique de spiritueux. »« Oui, et la quincaillerie McDougall a également disparu depuis longtemps, » répondit le chef. « Bien avant ton époque. Elle a brûlé quand j'étais enfant, dans les années 67 ou 68. Et les McDougall sont morts dans l'incendie, pendant leur sommeil. » Pete et moi essayâmes d'assimiler cette information un moment. « Alors qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. « Elle est folle, droguée ou quoi ?» Le chef haussa les épaules. « Qui sait ? Peut-être que quelque chose lui est réellement arrivé ce soir et que le traumatisme lui a causé une crise psychotique. Un trouble dissociatif, comme ils appellent ça maintenant. » Il ouvrit la porte du bureau et nous fit signe de revenir. Shirley McDougall, ou peu importe qui elle était réellement, était toujours assise à côté du bureau du chef. Elle nous regarda entrer. « Est-ce que je peux appeler mes parents maintenant ?» demanda-t-elle avec urgence. « Ils doivent être terriblement inquiets. » Le chef s'assit et l'observa attentivement. « Shirley, dit-il, qui est le président des États-Unis ?» Elle cligna des yeux, confuse. « Quoi ? Dwight Eisenhower, bien sûr. Quel rapport avec ce qui m'est arrivé ?» Le chef la regarda longuement. « Shirley, est-ce que vous savez quelle année nous sommes ?» Elle lui lança un regard perplexe. « Pardon ? Savez-vous en quelle année nous sommes ?» demanda le chef doucement. « 1956. Pourquoi me demandez-vous ça ? Vous êtes fou ?» Le chef la regarda avec compassion. « Non, Shirley, nous ne sommes pas en 1956. Nous sommes en 2019. 1956, c'était il y a 63 ans. » Elle le regarda, incrédule. « 2019 » murmura-t-elle abasourdie. « Qu'est-ce que vous racontez ? C'est une sorte de blague ? Regardez le calendrier derrière moi, Shirley, » dit le chef en désignant le tableau d'affichage au mur. Avec une expression de méfiance, Shirley se leva et se dirigea vers le calendrier. Elle se tint devant, le fixant longuement. Puis, elle fit un pas en arrière, ses yeux s'agrandissant de stupeur. « Non, non, ça doit être un piège. Ça ne peut pas être vrai, » balbutia-t-elle, effrayée et déconcertée. « Shirley, » dit le chef en désignant l'ordinateur sur son bureau, « avez-vous déjà vu un de ces appareils ?» Mais Shirley l'ignora. Son attention s'était dirigée vers une grande carte des États-Unis qui était accrochée au mur opposé. Elle s'approcha de la carte, l'étudiant intensément. « Hawaï ? L'Alaska ?» murmura-t-elle, comme pour elle-même. Puis elle se tourna vers la fenêtre et regarda dehors, vers le parking. « Les voitures ?» dit-elle, sa voix montant d'un ton de plus en plus paniqué. « Qu'est-ce qui ne va pas avec les voitures ? Pourquoi elles ont l'air si différentes ?» Nous étions restés immobiles, près du bureau du chef, la regardant avec stupeur, sans savoir comment réagir. Shirley se retourna pour nous regarder, commençant à trembler. Elle tomba à genoux, se tenant l'estomac, sa respiration devenant plus rapide, comme si elle hyperventilait. « Je crois que je vais vomir, » dit-elle d'une voix haletante. « Dites-moi où se trouvent les toilettes, je vais vomir. » Pete regarda le chef, qui hocha la tête, visiblement préoccupé. Pete aida Shirley à se relever et l'accompagna hors du bureau. Il nous jeta un dernier regard et le chef lui indiqua de la surveiller. Pete acquiesça, puis ils disparurent par la porte. Il y eut un long et maladroit moment de silence, avec le chef assis à son bureau, jouant distraitement avec une pièce de son puzzle, et moi debout là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer.
Toute l'interaction, depuis l'instant où la femme trempée était entrée dans le poste de police jusqu'au moment où Pete l'avait emmenée aux toilettes, n'avait pas duré plus de 20 minutes. Je brisai finalement le silence en laissant échapper un rire nerveux pour alléger l'atmosphère. « Quelle nuit, chef, hein ?» Le chef grogna simplement en réponse, comme s'il était concentré sur autre chose. « Alors, qui devons-nous appeler? La police d'État ou l'hôpital ?» demandai-je. Le chef ne me répondit pas. Il semblait plongé dans ses pensées, fixant un point invisible devant lui. « Qu'est-ce que vous avez en tête, chef ?» « Quelque chose m'a traversé l'esprit il y a quelques minutes, » dit-il en me regardant avec une expression préoccupée. Elle a dit que c'était en 1956. C'était 2 ans avant ma naissance, mais la quincaillerie McDougall était encore en activité jusqu'à ce que j'aie environ 9 ans. Mes parents faisaient affaire avec les McDougall, et je me souviens de quelque chose que j'ai entendu quand j'étais enfant, un commentaire de mes parents. Un truc sur la disparition de la fille des McDougall dans des circonstances mystérieuses. Je le regardais, incrédule. « Allez, chef, vous n'êtes pas en train de me dire que vous croyez vraiment à tout ça, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas la première fois que quelque chose de bizarre se passe dans cette ville, » dit-il en me jetant un regard significatif. « Je crois que tu sais de quoi je parle. » Je ne lui répondis pas, mais je savais très bien de quoi il parlait. Des images que je préférais ne pas rappeler à ma mémoire revinrent soudainement. Une chambre de motel couverte de sang, des draps arrachés du lit, des traces de doigts ensanglantés sur la moquette, se terminant abruptement devant un placard vide. Je frissonnais en me rappelant cette scène. Soudain, un bruit éclata dans le couloir. Pete criait pour que nous venions rapidement. « Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il se passe maintenant ?» murmurai-je en nous précipitant vers la porte. Pete se tenait dehors, visiblement bouleversé, à côté de la porte des toilettes des femmes. « Elle est partie », dit-il alors que nous nous approchions. « Qu'est-ce que tu veux dire par « elle est partie » exigea le chef. « Regarde par toi-même », répondit Pete en ouvrant la porte des toilettes. Nous regardâmes à l'intérieur. Les 3 cabines des toilettes étaient ouvertes, vides. Le chef se tourna vers Pete. « Où diable est-elle? Je t'avais dit de la surveiller. »« Chef, je jure que je suis resté ici tout le temps, » insista Pete, l'air nerveux et effrayé. « Elle était froide. »« Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demandai-je, confus par ce qu'il venait de murmurer. « J'ai dit qu'elle était froide, » répéta Pete en me regardant. Quand je l'ai aidé à se lever pour aller aux toilettes, ma main a touché son bras. Il était si froid, comme si je touchais la peau d'un cadavre. Le chef me lança un regard grave, reflétant la même peur croissante que je ressentais moi-même. Tout cela ressemblait trop à ce qui s'était passé en 2014. Le chef et moi entrâmes dans les toilettes et regardâmes autour. Il n'y avait pas grand-chose à voir. 3 cabines vides et un lavabo. Il y avait une petite fenêtre juste au-dessus du lavabo. Je m'approchai d'elle, persuadé qu'elle serait verrouillée, mais à ma surprise, la serrure était déverrouillée. Une étrange sensation de soulagement me submergea à ce moment-là, comme si on m'offrait une explication logique qui me permettait de nier ce que je savais inconsciemment être la vérité. « Chef, la fenêtre est ouverte, elle a dû s'enfuir par là. Allons dehors, vite !» Le chef me donna l'ordre, et Pete et moi suivîmes rapidement le chef à l'extérieur du bâtiment municipal. Nous sommes sortis et avons regardé autour de nous. Tout ce que nous avons vu, c'était la pelouse autour du bâtiment et la rue principale au-delà, presque déserte en cette soirée d'été. La fenêtre des toilettes des femmes donnait sur le côté gauche du bâtiment. Nous nous sommes dirigés vers cette direction, mais quand nous avons tourné le coin, il n'y avait personne. Je levai les yeux. La fenêtre était à environ 3 mètres du sol, et bien qu'elle soit petite, quelqu'un de mince comme Shirley aurait pu passer par là. Ce que je veux dire, c'est que c'était concevable qu'elle ait échappé par la fenêtre, chuté au sol, et ensuite disparu dans la nuit. Le gazon avait été fraîchement tondu, et il n'avait pas plu, donc il n'y avait aucune empreinte visible pour déterminer dans quelle direction elle avait pu s'enfuir. Nous restâmes là un moment, regardant cette fenêtre. Finalement, le chef baissa la tête et laissa échapper un léger rire tremblant. Elle a dû refermer la fenêtre après avoir sauté. « Ouais, ou alors elle était droguée ou une cinglée, ou qui sait », ajouta Pete. Mais cette expression inquiète demeurait dans les yeux du chef, et je savais qu'il essayait de rationaliser ce qui venait de se passer autant que moi. « On retourne à l'intérieur, » nous dit-il. Et c'est exactement ce que nous avons fait.
Il était plus facile de croire que nous avions affaire à une jeune femme profondément perturbée ou à une folle en quête d'attention, parce que sinon, il fallait accepter que ce que nous avions interrogé cette nuit-là était un fantôme. Le chef fit effectivement un rapport à la police d'État et ils émirent une alerte pour la retrouver, mais personne n'entendit plus jamais parler de Shirley Ann McDougall. Nous ne la revîmes jamais. Dans mon temps libre, j'ai fait quelques recherches, par pure curiosité, ou c'est du moins ce que je me disais. J'ai cherché en ligne, consulté d'anciens journaux et les archives de la ville. Il y avait réellement eu une jeune femme du nom de Shirley Ann McDougall, la fille de 19 ans de Wilbur et Harriet McDougall, les propriétaires de la quincaillerie McDougall's Hardware. Et elle avait effectivement disparu une nuit, au début du mois d'août de 1956, sans que personne ne la revoie ni n'entende plus jamais parler d'elle. Mais, pour autant que je le sache, la femme folle avec qui nous avions affaire avait pu entendre parler de l'affaire et intégrer ces détails dans son délire. Il n'y avait pas de photos, si vous vous le demandez. J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé dans les journaux. J'ai même essayé de retrouver un membre survivant de la famille de Shirley, sans succès. Plus de 60 ans s'étaient écoulés et il était probable que toutes les photos de famille avaient été détruites dans l'incendie qui avait tué ses parents. Je chassais toutes ces pensées de mon esprit. Je suis officier de police et il y a des affaires plus urgentes à gérer. Finalement, j'ai oublié tout à propos de ma rencontre étrange avec Shirley McDougall. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque je suis arrivé à la station pour commencer mon service habituel et que le chef me fit signe d'entrer dans son bureau. Son visage était pâle et grave. Il ne dit rien, il se contenta de pointer un journal sur son bureau. Je le pris et lus le gros titre. Un lac révèle un sombre secret après 66 ans. Dans une ville voisine, un homme qui testait son nouveau sonar pour localiser des poissons avait découvert par inadvertance une vieille voiture au fond du lac, à environ 6 mètres de profondeur. Il avait averti la police et ils avaient sorti la voiture à la surface, une vieille Buick, rouillée, datant des années 50. Sur le siège du conducteur, ils avaient trouvé un squelette, appartenant à un homme. La plaque d'immatriculation de la vieille Buick provenait de l'Oklahoma, et lorsque les autorités l'avaient vérifiée, elles avaient découvert que le véhicule correspondait à une voiture enregistrée au nom d'un homme que le FBI recherchait au milieu des années 50. Un vagabond et criminel condamné, que l'on soupçonnait d'être un tueur en série, ou ce qu'on appelait à l'époque un tueur itinérant, soupçonné d'avoir enlevé et tué jusqu'à 10 jeunes femmes dans 6 États différents. Sa dernière victime potentielle avait réussi à s'échapper. Selon elle, un homme déguisé en prêtre avait tenté de l'attirer dans sa voiture avant de la maîtriser. Cela s'était passé dans l'Iowa, un État voisin du Minnesota. Après cela, l'homme avait simplement disparu des radars du FBI. Lorsqu'ils firent une inspection plus approfondie de la Buick en ruine, ils firent une autre découverte effrayante. Dans le coffre, ils trouvèrent un autre squelette, celui d'une jeune femme. J'ai grandi dans ce petit bled du Nebraska et, pendant les 18 années que j'y ai vécu, seulement 2 événements importants se sont produits. Le premier, et probablement le meilleur, c'est que je suis né. Je sais, ne me remerciez pas tous en même temps. Mais le deuxième, et peut-être la pire chose qui soit jamais arrivée dans notre village, c'est quand Calvin Michaels a incendié son garage. Ou plutôt, peut-être que ce que Calvin a fait était la pire chose qui soit jamais arrivée dans notre village, et si cela n'a pas de sens, soyez patients. Tout deviendra clair au fil des prochains paragraphes. C'était un dimanche soir et j'étais en première année de collège à l'époque, encore à cet âge où mes amis et moi sortions faire du vélo l'après-midi, vous savez, du plaisir sain à l'ancienne. Nous étions en train de faire des tours quand nous avons vu un autre garçon de notre classe descendre la rue à toute vitesse. Nous nous sommes arrêtés pour le saluer et, essoufflé, le garçon nous a dit « Oh mon Dieu les gars, le garage des Michael est en feu, venez voir ». Alors nous nous sommes élancés dans la rue à toute vitesse, suivant notre camarade, jusqu'à ce que nous soyons face à cet enfer brûlant qui était autrefois le garage de la famille Michaels. Juste quand nous sommes arrivés, les policiers et les pompiers présents sur place nous ont immédiatement dit de rester à l'écart. Nous pensions déjà être à une distance de sécurité, donc nous étions un peu perplexes, mais nous avons fait ce qu'ils nous disaient. C'est seulement à ce moment-là que nous avons commencé à entendre toutes ces explosions et déflagrations venant du garage, et les pompiers qui tentaient d'éteindre les flammes se sont mis à se mettre à couvert. Je n'avais aucune idée de ce qui provoquait ces petites explosions,
Mais si cela effrayait les policiers et les pompiers, je me suis dit que je devais avoir peur aussi. En réalité, je pensais que la maison des Michael allait exploser ou quelque chose comme ça, et mes amis aussi, alors nous n'avons eu aucun problème à détaler en courant, monter sur nos vélos et aller raconter à nos parents ce qui s'était passé. Le lendemain matin, à l'école, tous les élèves parlaient de l'incendie, principalement parce que Calvin Michaels ne s'était pas présenté à aucun de ses cours. Certains élèves faisaient courir des rumeurs, disant qu'ils avaient vu les ambulanciers le transporter dans une ambulance et qu'il était tellement brûlé qu'il ne restait plus qu'une carcasse fumante. D'autres disaient que lui et ses parents étaient partis vivre chez des proches, car l'incendie avait rendu leur maison pratiquement inhabitable, une histoire à laquelle j'ai cru parce que je pensais qu'il y aurait eu une confirmation réelle si quelqu'un était mort. Mais ensuite, le lendemain matin, il y a eu confirmation. Les informations ont rapporté que les pompiers avaient récupéré un corps du garage brûlé, tandis que les membres survivants de la famille séjournèrent chez des proches et avaient demandé aux médias de leur laisser un peu d'espace. Donc, ce mardi-là, nous savions que quelqu'un était mort, mais nous n'avions aucune idée de qui exactement. Les Michael avaient 3 générations vivant dans cette maison et Calvin était l'un des 4 enfants. Il y a eu beaucoup plus de rumeurs, et ce n'est que le lendemain, lorsque notre directeur nous a convoqués à une assemblée spéciale, que nous avons obtenu quelques réponses concrètes. Je me souviens que toute l'école s'était rassemblée dans le gymnase, où le shérif du comté et une poignée d'adjoints se tenaient devant les gradins, chacun avec une expression très sérieuse sur le visage. Une fois que nous étions assis, le directeur a commencé en disant que le shérif du comté avait quelque chose d'important à nous dire. Lorsqu'il s'est avancé et a enlevé son chapeau, je vous jure qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Nous savions qu'il allait dire quelque chose à propos de la famille Michaels, mais jamais je n'aurais pu deviner quoi, même en 1 million d'années. Je ne vais pas prétendre que je me souviens de ce qu'il a dit mot pour mot, c'était il y a presque 20 ans, mais en gros voici ce qu'il a dit. Les gars, vous avez tous entendu parler de l'incendie chez les Michael, et je suis sûr que vous avez tous entendu parler de la perte tragique d'une vie. Eh bien, je regrette d'avoir à vous annoncer cette nouvelle, mais c'est votre camarade de classe Calvin qui est décédé. Il y a eu une sorte de soupir collectif dans le gymnase, et le shérif s'est arrêté une seconde avant de continuer. Nous essayons encore de comprendre comment l'incendie a commencé, donc nous invitons quiconque ayant des informations sur Calvin à se manifester. Vous n'avez pas à le faire maintenant, vous pouvez appeler mon bureau quand vous le souhaitez, et nous pourrons avoir une conversation plus discrète. S'il vous plaît, si vous avez quelque chose à nous dire concernant un comportement étrange ou inhabituel que Calvin aurait montré dans les jours précédant l'incendie, je vous implore de vous manifester. Ce fut le premier indice que nous avons eu que quelque chose n'allait vraiment pas. Je suppose qu'il voulait gérer tout cela avec beaucoup de soin, et je peux totalement comprendre pourquoi il voulait nous protéger de ce qu'il savait déjà. La réaction initiale fut de la surprise totale et de la douleur. Les enfants étaient horrifiés qu'un des leurs soit mort d'une manière si terrible. Mais si les policiers nous avaient dit ce qu'ils avaient vraiment trouvé là-bas, je ne pense pas que les gens auraient été si tristes. Ils auraient plutôt été en colère. Il a fallu 2 jours de plus pour que la vérité éclate, et à ce moment-là, le village avait décidé de déléguer la responsabilité à nos parents. Il y a eu une réunion du village. Je m'en souviens parce que mes parents m'avaient demandé de faire mes corvées avant leur retour, et tout ce que j'ai fait, c'est jouer à Perfect Dark pendant environ 2 heures. Quand ils sont rentrés à la maison, je pensais qu'ils seraient en colère parce que je n'avais même pas commencé les tâches que je devais faire, mais ils n'étaient pas en colère. Ils avaient ces expressions étranges, mais tristes, mais intenses. Exactement les mêmes qu'ils avaient eues lorsque mon grand-père était mort subitement. Ils m'ont fait m'asseoir dans la salle de télévision et m'ont demandé à quel point je connaissais Calvin. Je leur ai dit que pas vraiment, que j'avais des cours d'espagnol avec lui, mais que nous ne parlions jamais. Ensuite, ils ont commencé à me poser plein d'autres questions. Est-ce que Calvin s'était déjà mis en colère contre moi? Est-ce que je l'aimais bien? Des choses comme ça. Finalement, je leur ai dit franchement que c'était évident qu'ils savaient quelque chose sur Calvin et que je préférerais qu'ils me disent simplement s'il s'était suicidé ou quelque chose comme ça, parce que j'étais assez grand pour entendre la vérité. Il s'est avéré que je n'étais pas assez grand pour affronter la vérité. Calvin ne s'était pas suicidé. Il s'était fait exploser accidentellement en essayant de fabriquer une bombe. Apparemment, il voulait tester sa méthode en fabriquant un modèle d'essai, mais pendant qu'il l'assemblait, il l'a déclenché d'une manière ou d'une autre, et c'était une explosion assez puissante pour le tuer avant d'incendier son garage. Au début,
On pensait que ce n'était peut-être qu'un pyromane, vous savez, comme un maniaque du feu, et qu'il jouait juste avec un accélérant ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi il a fallu quelques jours aux policiers pour être sûr de ce qui s'était passé. Ils ont dû fouiller le garage brûlé et examiner les affaires de Calvin pour tenter de comprendre pourquoi il avait fait cela. Les policiers ont trouvé un journal que Calvin tenait, dans lequel il décrivait essentiellement son plan de construire une bombe et de la placer sous l'église un dimanche matin, alors qu'elle serait pleine de familles. Les policiers n'ont pas dit exactement ce que contenait le reste du journal, seulement que c'était une lecture extrêmement troublante et qu'il y avait plusieurs références au massacre de Columbine de l'année précédente. Ma mère pleurait à la fin de la conversation, et mon père était plus bouleversé que je ne l'avais jamais vu. Ce garçon voulait tuer presque tout le village, et laissez-moi vous dire, s'il avait placé la bombe à l'église lors du prochain service du jour des vétérans, il aurait tué environ 90% des habitants de notre village en une seule explosion. Et l'explication la plus proche que Dieu nous ait donnée, c'est simplement que ce garçon voulait faire du mal aux gens. Ou peut-être qu'il n'était pas sain d'esprit. Personne ne l'embêtait vraiment ni ne le traitait mal. Je suppose qu'il était tout simplement fou. Mais je remercie aussi Dieu qu'il n'ait pas été plus intelligent, qu'il n'ait pas fait un peu plus de recherche ou pris un peu plus de précautions, car s'il l'avait fait, il aurait pu effacer notre village de la carte.